Mercredi 6 juillet, les grands titres d'actualité, c'est sur Canal Congo Télévision et plus particulièrement sur Kiosque. L'actualité ce matin, c'est en tout cas cette séparation à l'amiable. Vous attendez l'affaire de l'Angola? Non, on commence d'abord par le football roi Kinshasa qui se sépare à l'amiable avec son sélectionneur, les techniciens argentins Hector Raoul Cooper. Séparation à l'amiable, qu'est-ce qui sous-entend justement cette séparation à l'amiable? Déjà, il y a 2 mois, le ministre des Sports, Serge Nkondé, avait donné le ton hier. 3 staffs devant. D'abord, parti gouvernemental, ensuite, parti Hector Cooper et enfin, parti FECOFA. Et la décision est tombée. Aujourd'hui, les médias écrivent « Paris gagné » pour le ministre des Sports. En quoi c'est un pari gagné pour le ministre des Sports? Est-ce qu'il n'y a pas eu de compensation en termes financiers pour cette séparation à l'amiable? Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir choisi CCTV. En politique, certainement, on va parler de ces go de l'Assemblée extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Hier, à l'ex-bâtiment de la Cour suprême, qui est devenu aujourd'hui bâtiment de la Cour des cassations, le Premier ministre a représenté le président de la République, baptême du feu, comme les médias l'ont traité ce matin, pour le juge nouvellement promis comme président de la Cour constitutionnelle et en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai cité Dieudonné Kamouleta, justement, l'enjeu de cette session extraordinaire. On en parle tout à l'heure. La question de retraite des magistrats, mais aussi la question pour comment promouvoir les magistrats. Il y a des juridictions où il n'y a pas de magistrats, il y a des coin du pays où il n'y a pas de magistrats, comment suppléer à cette question? Mais il y a d'autres magistrats aussi qui doivent aller en retraite. Comment dégager des espaces pour la promotion des autres magistrats qui ont occupé pendant plus de 3 ans et qui ont été bien cotés par les conseils supérieurs de la magistrature, mais qui ne savent pas occuper leurs nouvelles fonctions. En politique, bien évidemment, on va aller en Angola. Le président de la République est arrivé hier, un peu comme en demandeur de la paix. Mais son homologue rwandais, jusqu'au moment où nous montions sur ce plateau, il n'a pas encore pris son vol, il n'est pas encore arrivé. Les travaux ont commencé hier et se poursuivent déjà ce matin. Les travaux ministériels du côté congolais, c'est le ministre des Affaires étrangères, Lutundula Apena, qui conduit donc la délégation avec l'AG de l'ANR, les conseillers spéciaux et d'autres conseillers du président de la République. On parle de la formule 1+4, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, qui a à sa suite 4 délégués du gouvernement. Du côté rwandais, on a annoncé, c'est RFI qui l'a annoncé ce matin, le conseiller spécial du président Paul Kagame, il s'appelle James Kabarebe, ancien chef d'état-major de l'armée de la République démocratique du Congo, de l'armée du Rwanda, ancien ministre de la Défense. Donc, il a un CV très costaud. Comme on dit chez nous en diplomatie, c'est un maître du dossier. Comment concilier les résolutions de l'Angola à celles de Nairobi? C'est toute la grande question. On en parle dans cette édition. Bienvenue. On va parler sport avant de parler politique. Christopher, bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Serral. Christopher Walembo, c'est ça? Christopher Chitamba Tchabebi, précisément. Merci beaucoup. Journaliste des sports. Bonjour, bonjour aux nombreux téléspectateurs de ce grand magazine qui est. Ça vous fait quoi quand vous me voyez présenter mon sommaire? Vous êtes tout content là, c'est quoi? Juste le plaisir de voir un jeune faire bien son travail, parce que je suis adepte de changement. Je pense que après qu'on ait atteint, vous allez me passer le terme, une ménopause professionnelle, il faut faire place aux jeunes. Et quand je vois qu'il y a de la relève pour les grands magazines qu'on a vus dans ce pays, en vous, je suis évidemment très content. Ne voyez pas l'âge, hein. Dites-vous qu'il y a plus de 16 ans de profession derrière mais vous restez cette jeune. Petite taille. Hein. Vous restez jeune, et jeune c'est plus encore dans la tête, et surtout la hauteur du travail que vous abattez. Allez, merci. En face de Christopher, nous aurons Pascal Onger, lui qui n'est plus à présenter, un vieux d'ailleurs, en train de quitter la profession calmement pour nous libérer. Bonjour Pascal. Quelle insinuation. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Enfin, merci. On a besoin de vous, on ne vous demande pas quand même de partir oui, aussitôt. je ne pars pas. C'est tout ça que nous avons eu comme formation académique. Et c'est dans le sang, au fait. Je vous remercie pour l'invitation. Je venais d'un déplacement parce que j'étais au Congo central, précisément à Matadi, finalement à Lufu. Et la raison a été d'ouvrir maintenant cette frontière
de la République démocratique du Congo et la République populaire d'Angola, qui a été fermé depuis 2 ans. Et on a été avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, accompagné du gouverneur du Congo central, du gouverneur du Kasaï et du vice-ministre des Affaires étrangères, c'est du côté congolais. Du côté angolais, il y a eu le ministre de l'Intérieur, 2 gouverneurs. Il y a une province qui s'appelle d'ailleurs Zaïre. Et voilà, la cérémonie a été organisée du côté congolais. Et finalement, on a traversé au côté angolais. Mais ce qui m'a plus impressionné, c'est la construction finalement du bâtiment des contrôles. Qui va abriter la DGM, l'OCC, et ainsi de suite. C'est costaud du côté de la République démocratique. Très propre, on a bétonné. Et c'est joli à voir. Tout est maintenant en mode béton. Vraiment en mode Même les plateaux que vous voyez là, c'est béton. Très joli, franchement. Oui. Quand vous y arrivez, quand vous regardez la construction, c'est vraiment des constructions modernes. Très bien. Alors, je pense qu'on va protéger ces constructions, parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez, c'est le côté congolais qui est très propre et beau. Et le côté angolais est devenu trop sale. Et donc, le commerce va reprendre maintenant. C'était la joie d'ailleurs des Angolais qui estimaient que depuis la fermeture, parce que les réseaux étaient la Covid, l'économie rwandaise a connu une certaine perturbation. Angolaise, vous voulez dire. Angolaise, je voulais dire, a connu une certaine perturbation depuis l'ouverture. Ils étaient vraiment si joyeux. Et je pense que même du côté congolais, ce sera la même réaction, le même comportement, la même attitude de la part des différents commerçants. Merci beaucoup Pascal Longer pour ces brefs mots d'introduction. Allez Christopher, je reviens à vous pour parler sport. On dit sport roi, hein? Football, sport roi, les Léopards, la RDC qui se sépare à l'amiable avec les sélectionnaires, le technicien argentin Hector Raúl Cooper. C'était déjà annoncé, mais finalement, comme j'ai fait les papiers dans ma rédaction hier, comme disait quelqu'un, l'arbitre qui siffle la fin d'une partie, et hier Serge Condé a sifflé la fin de la partie entre Hector Cooper et la République démocratique du Congo. Je suis enfin content de voir qu'on s'est rendu compte d'une chose pour laquelle personnellement j'ai milité, le départ d'Hector Cooper, parce que la République démocratique du Congo méritait mieux comme sélectionneur. Mais j'ai un souci avec les termes, c'est quand on parle de l'amiable. Je pense que l'on doit revoir un petit peu, à moins que l'on ait à l'idée que Hector Cooper était en droit d'attaquer la République démocratique du Congo au tribunal d'assistance au sport, ce que je ne pense pas parce qu'il avait un contrat d'objectif qu'il n'a pas honoré. Nous n'avons pas réussi à nous qualifier à rentrer à la Coupe du Monde après 1974. C'était ça sa mission principale dans son contrat. Après, il nous a mis sur les mauvais rails avec 2 défaites de suite face au Gabon qui arrivait le jour même ici au pays, l'humiliation. Ensuite, on s'est déplacé jusqu'au Soudan où on a encore perdu un 2e match. Je pense que pour moi, il était plus que temps qu'Hector Cooper s'en aille. Mais il part avec une bagatelle somme. Il ne faut pas non plus qu'on leurre les Congolais en parlant d'un départ à l'amiable, comme s'il s'est dit, bon, ok, je pars, merci la République démocratique du Congo, j'y vais. Il y va avec plus d'1 demi-million de dollars. Allez, dans des choses comme ça, comment ça se négocie? Parce qu'il semble, j'ai suivi un peu vos analyses, comme celles de vos confrères dans les chroniques de sport, ils disent on aurait pu éviter ce que vous décriez aujourd'hui, juste après notre débâcle des éliminatoires à Qatar 2022. Il y a cet article 15 dans le contrat avec M. Cooper Hector qui disait que 7 jours après la période des éliminatoires, on était en droit de revoir le contrat, soit on s'en séparait et la République démocratique du Congo n'aurait déboursé aucun franc, ou on le maintenait jusqu'à terme de son contrat. Et là, il repart avec de l'argent parce qu'on a eu le malheur de le maintenir pendant les 7 jours. Ce qu'il y a de pathétique, c'est qu'il y a certains conseillers qui avaient même fait un genre d'avénement pour le mettre à la porte. Il y a, on cite le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association qui s'est battu pour avoir un certain projet, pour faire comprendre qu'il fallait faire partir Hector Cooper à cette période-là. Fort malheureusement, on lui a réitéré la confiance et c'est lui qui nous a poignardé parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est virtuellement éliminée. Il va nous falloir aller chercher des victoires pour les restes des rencontres, ce qui, au regard de ce qu'il nous avait présenté, était quelque chose de très difficile. Personnellement, je pense qu'on a loupé le coche. On va dépenser plus de 500 000 $ américains en indemnisation pour M. Hector Cooper alors qu'il serait parti pour rien. Non, en même temps, nous sommes virtuellement éliminés et en même temps, nous allons dépenser, selon votre propre terme, près d'1 demi-million de dollars américains. Mais en quoi c'est un pari gagné, comme les médias titrent ce matin, comme le cabinet de Serge Condé, je ne sais pas, les Serge, c'est un malheur d'apporter ces prénoms, c'est un pari gagné pour lui.
Moi, j'ai un bonheur de retrouver un Serge assez intègre devant moi, donc moi, ça me va. Mais je pense que pour ce qui est de Paris gagné, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai un problème avec les termes. Je ne sais pas pourquoi l'on appelle Paris gagné. La République démocratique du Congo, elle est particulière. Je pense que c'est le premier pays au monde où on vire un entraîneur, il fait le tour des ministères, qui plus est, il était voir le Premier ministre, a posé avec le Premier ministre en photo, monsieur qui s'est fait virer pour insuffisance de résultats. C'est pas comme si la République démocratique... C'est comme s'il nous avait ramené un trophée, hein? Ben justement, c'est ce qu'il y a de curieux. Il nous fait éliminer... C'est quel pays? Il nous fait éliminer avec humiliation, 4 contre 1. Face au Maroc, alors que c'est parce qu'il s'est entêté. Tout le monde sait que Ben Malango, je vais revenir un peu sur ce match, Ben Malango, c'était la cartouche qui faisait peur aux Marocains. Partout au Maroc, pour tous ceux qui se sont déplacés, ce garçon, c'est un demi-dieu. C'était une force psychologique, de plus, que la République démocratique du Congo avait sous sa manche. Et vous savez, malgré que les gens ont insisté, parce qu'il y en a qui ont insisté autour, M. Cooper n'a pas aligné Ben Malango, mais il est monté sur le terrain, il a mis le but. M. Cooper a insisté de prendre Kiasumboa, qui passe sa vie en Europe, à aller à gauche, à droite, sans club. Il le met quand même dans l'équipe contre la volonté de Robert Kidiaba, qui malheureusement a perdu son fils hier soir. Toutes mes condoléances au coach Robert Kidiaba. Bref, je pense que la République démocratique du Congo perd énormément d'argent, plus de 500 000 $, on parle même de 600 000 $ américains pour être exact. Ça fait énormément d'argent, alors qu'au bout de 7 jours, après cette débâcle, on devait lui montrer la porte. Allez, merci beaucoup à vous, Christopher. C'est un plaisir. La course est donc ouverte, hein, après Hector Cooper. Hein. Il semble qu'Ibengue, pas encore officiel, mais il aurait Dignette. Bon, même moi, si j'étais Florent Ibengue, à voir comment il est parti, à voir les peines qu'il y a eu pour lui payer ces, vous allez me passer les termes, misérables 18 000 $, contrairement aux 55 000 que touchait M. Hector Cooper par mois. 18 000 qui ne venaient pas régulièrement. Qui ne venaient pas régulièrement, justement. Et aujourd'hui, c'est un vainqueur de la Coupe d'Afrique. Enfin, avec Renaissance Berkane, je pense qu'il a mieux à faire que de revenir en République démocratique du Congo, surtout dans cette sphère où on attend les assemblées statutaires, ensuite des élections à la tête de la fédération. Il va falloir que les gens qui dirigent la fédération qu'on a mis, parce que la fédération est sous tutelle de la CAF, évidemment, qu'ils organisent cela, mais cela part par des élections, en partant par palier, entente et ligue. Merci beaucoup, Christopher. Allez, bon vent à vous. Merci beaucoup. Allez, Walter Couille va faire son entrée sur ce plateau. Il prendra la place de Christopher. J'ai envie de dire Christopher Walembo. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec Walembo? Clin d'œil à vous, cher Walembo. Walter Couille, qui vient d'arriver sur ce plateau. Walter, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue bonjour à vous. Aîné Pascal. Bonjour. Il y a très longtemps qu'on se veut. Conseil supérieur de la magistrature, là vous ouvrez les balles, hein, avec le coup d'envoi donné hier. Le Premier ministre a été là pour représenter le président de la République. Baptême du fait, comme Africa News et Achille Kadima l'ont titré ce matin, pour Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle, en même temps, président du Conseil supérieur de la magistrature. L'enjeu, je disais à l'entame de cette émission, vous n'étiez pas là, je ne sais pas si vous étiez en train de suivre dans votre véhicule, c'était la mise en la retraite de certains magistrats, peut-être pour dégager de l'espace, en vue de la promotion, d'autres magistrats aussi. Il semble que parlant de la promotion, on parle de la promotion un peu sélective parce que tel est proche de tel est de telle province, il faut les promouvoir, mais aussi comment reconfigurer la nouvelle figure judiciaire en termes de nomination. Oui, vous avez soulevé un élément important. Rappelez-vous quand Dieudonné Kalouba a été désigné ou élu président de la Cour constitutionnelle, certaines personnes se sont inquiétées, même dans le corps de la magistrature. Ah oui. Ce fut le cas quand celui qui est aujourd'hui, M. Kamouleta, est devenu président du Conseil supérieur de la magistrature ou président de la Cour constitutionnelle, d'office président du Conseil supérieur de la magistrature. Les mêmes voix ont murmuré pour dire que ça sera une habitude, que tout président de la République voudra en sorte que celui qui est président de la Cour constitutionnelle soit de sa province. Ça se murmurait, mais le débat n'est pas là. Le débat revient sur ce que nous avons toujours dit, la réforme de la magistrature. C'est un sérieux problème. Nous disons à chaque fois que c'est la justice qui doit élever la nation. Très bien. Mais si vous allez aujourd'hui dans les cours et tribunaux, ce sont les magistrats, pour la plupart ou dans certains cas, qui sont à la base de tout ce qu'il y a comme injustice dans notre société. Prise à partie, dol, et j'en passe. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Justice, Alexis Tambo Mwamba, les avait très bien peints. Il a parlé des 3 V. Magistrat en République démocratique du Congo signifie villa, veste, voiture. Pour obtenir une voiture, quand vous avez un salaire dérisoire,
vous voulez rouler avec un véhicule de luxe. Il faut marchander. Voilà. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Quand vous n'avez pas l'argent, c'est difficile de vous épanouir ou de mener un dossier jusqu'au bout, à moins qu'il y ait des pesanteurs politiques. Là, c'est aussi un autre dossier. J'ai échangé avec un magistrat il n'y a pas 2 ou 3 jours passés qui m'a dit que la proposition du professeur Gary Sakata n'était pas mauvaise en soi. Mais ce sont les gens qui ont voulu donner beaucoup de doses politiques dans cette proposition parce que la magistrature comme corps ne peut pas être laissée comme ça sans qu'il y ait vraiment des mécanismes de contrôle. Parce que nous-mêmes, ou eux-mêmes se disent... et Minakou. Et Minakou, oui. Voilà. Parce qu'eux-mêmes disent souvent que le loup ne se mange pas entre eux. Alors, quand un magistrat commet une faute, aussi bien professionnelle que autre, comment faire pour le mettre hors d'état de nuire? C'est ça le problème. Et le grand débat aujourd'hui, ou ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est revenir sur la réforme de la magistrature, remettre de l'ordre dans ce corps qui va peut-être, à mon avis, faire en sorte qu'il y ait vraie justice qui va essayer d'élever notre nation. Je vais revenir à vous. Pascal Onger, j'ai craint fort que ces forums, comme un forum l'a titré ce matin, de magistrats puissent comment aboutir en eau de boudin. Comment faire? Parce que je ne sais pas si vous avez été à Loufou, dans le Congo central. Moi, chez moi, dans la province de l'Équateur, vous prenez le nord, le sud du Bangui, nous avons des cités, des zones, des villes où il n'y a presque pas de magistrats. On peut avoir des magistrats, mais ils disent des droits, il n'y a pas de palais de justice. C'est sous des arbres, c'est sous des manguiers, parfois ils louent, parfois c'est chez lui à la maison. Et il y a une forte concentration des magistrats dans des grandes agglomérations qui est là où les besoins se font sentir. Et on assiste à des justices populaires. Comment cette session extraordinaire peut pallier à ce genre de problèmes? Oui, ça c'est fondamental comme préoccupation, ce que vous aviez soulevé, parce que vous allez vous rendre compte lorsqu'on nomme les magistrats et qu'on l'affecte par exemple à Bengue, il sait que là il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de dossier juteux, et il traîne ici à Kinshasa, il reste pendant une année, parfois il est malade, 3 années, il est ici, il n'arrive jamais là-bas. Et la conséquence, c'est que la justice qui devrait être administrée normalement ne sera pas cette fois-là administrée normalement parce que simplement, il n'y a pas la présence des hommes plutôt qualifiés à pouvoir maintenant administrer la justice. Ça, c'est un fait. Mais de l'autre côté, c'est qu'il faut comprendre qu'on l'a tellement politisé, pas seulement au niveau de la Cour constitutionnelle, mais je pense à tous les niveaux. Je dois vous rappeler ici qu'à l'époque, le directeur du cabinet du chef de l'État, je ne veux pas citer son nom, est parvenu à engager dans toutes les juridictions essentielles ses proches. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, lorsqu'on s'interroge, pourquoi tel n'est pas interpellé, c'est parce que c'est les leurs qui occupent ces fonctions dans les juridictions. Et ça, c'est déjà un problème. Lorsque vous politisez déjà la justice... engagé des étudiants qui n'avaient pas fini les cycles normaux universitaires. Vous avez déjà un tel tableau de la magistrature, ça pose déjà un sérieux problème. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Même lors de la sélection la fois passée, il fallait que j'ai des relations directes avec Serge. Oui. Serge me recommande des jeunes gens, peut-être qu'ils n'ont pas suivi correctement la filière juridique. Je les engage simplement parce que j'ai des relations avec Serge. Mais au finish, on se rend compte que tel n'a jamais fini en droit, mais il est magistrat. Nous avions connu des mécaniciens qui étaient magistrats ici. Des agronomes, hein? Et ça pose un sérieux. Qui ont condamné des gens dans au tripège, je crois, de Kassavoub ici. Hein? Partout. Un agronome qui a condamné des gens et des gens qui sont en Makala. Voilà pourquoi la question de la retraite, comme vous avez évoqué, c'est une question fondamentale. Nous avons des magistrats aussi fatigués qui devraient maintenant aller en retraite, avoir des jeunes, d'où la nécessité également du recrutement. Mais il ne suffit pas de les envoyer en retraite, Pascal. Oui. Envoyer quelqu'un en retraite, c'est-à-dire vous dégager de l'espace pour promouvoir les autres, mais il faut lui donner des moyens pour assurer sa retraite. En fait, ça doit suivre. Ouais. Donc, mais il faut en parler. Nous supposons que l'État sera les prendre en charge pour qu'ils aient en retraite. Voilà, très bien. Parce que s'ils ne vont pas en retraite, vous aurez des intelligences fatiguées qui vont vous dire le droit. Et ça va poser problème. La question des engagements, je viens de l'évoquer ici, si on sera impartial dans le choix, n'est-ce pas, des jeunes qui souscrivent pour la magistrature, on sélectionne les intelligents ou les meilleurs d'entre eux pour qu'ils soient magistrats,
je pense que cette fois-là, on peut avoir un bon tableau de la magistrature. Les sanctions également, parce que la corruption est là. Moi, je dis toujours, Serge, j'ai vu hier comment Lozolo avait travaillé dans la cellule de l'anticorruption. Je vois aujourd'hui comment il fait des dénonciations dans l'IGF. Malheureusement, le contraire, c'est qu'aujourd'hui, lui n'est pas appuyé par la cellule de l'anticorruption, malheureusement. Mais si on avait en même temps la bonne justice, dans le cas d'espèce ici, les bons magistrats, je pense qu'on peut changer même l'image du pays. Le pays peut être accepté par l'extérieur, simplement parce que ces services-là vont encadrer les meilleurs, vont sanctionner les mauvais, et qui ferait que les actes qu'ils vont prendre, les meilleurs là, seront des actes qui vont aider le pays à pouvoir avancer. Mais malheureusement, jusqu'ici, on n'est pas sorti de ces mauvaises habitudes. Nous souhaitons qu'à travers ce forum, qu'il y ait une prise de conscience dans les chefs de magistrats, que le gouvernement mette des moyens aussi. Comme vous aviez dit, c'est la justice qui élève la nation. Si les magistrats ne prennent pas cette conscience, vont s'aventurer dans la corruption, et alors qu'ils seraient les premiers à combattre plutôt la corruption, et à ce moment-là, le pays ne sera pas avancé. Je suivais encore le discours du premier juge de la Cour constitutionnelle, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Dieudonné Kamoleta, qui disait « Il faut, cher Wali, que la justice soit administrée par des personnes intègres et de hautes valeurs morales. » Et moi, j'ajoute, pour terminer, je prends un élément, j'ai piqué un élément dans l'analyse de Pascal tout à l'heure. Il faudrait aussi que l'État, le gouvernement puisse, en complicité avec les conseils supérieurs de la magistrature, assurer la formation quotidienne ou perpétuelle des magistrats. Vous avez totalement raison, même mon aîné Pascal. J'embraye sur ce qu'il venait de dire tout à l'heure, je parle en d'autres mots, s'agissant des pesanteurs politiques. Quel type de justice nous voulons? Que devons-nous faire pour que la justice soit stable ou stabilisée afin de stabiliser l'ensemble du système de gouvernance en République démocratique du Congo? Revenons sur ce dossier politique. Il y a beaucoup de pesanteurs, même dans les nominations. Parce que ça va plutôt des nominations jusqu'au traitement des dossiers. On a parlé ici des dossiers 100 jours. Qui est aujourd'hui en prison? Personne. Je me rappelle surtout ce qu'il y a eu comme bruit autour de procès s'agissant des détournements ou vols des deniers publics. Il n'y a que 2 personnes qui sont encore en prison parce qu'ils ne sont pas politiques. Il y a le directeur national du CECOP et l'inspecteur général de l'EPST. Eux, parce qu'ils ne sont pas politiques. Je me dis, s'ils étaient membres des partis politiques, ils seraient déjà dehors. J'ai leur conseil d'adhérer dans des partis politiques. À partir de la prison. Oui, à partir de la prison. Parce qu'on avait même eu vent que le dossier Bakonga, s'agissant du détournement de l'argent pour la Covid, sera relancé. Sur ce même plateau, je vous avais dit que ce dossier-là ne sera pas rouvert. Les mois sont en train de passer. Et les faits vous donnent raison. Les faits risquent de me donner raison jusqu'à la fin de cette année. Donc, nous voulons une nation forte. Alors le politique doit se départir entre ses intérêts personnels et les intérêts de la société. Les intérêts de la société, on ne peut les assurer que si la justice est stable et efficace. Au-delà de la rémunération du magistrat, il faut aussi, comme vous l'avez dit, des bâtiments, parce que vous allez dans des tripées à travers le pays, excepté les bâtiments laissés par le Belge, il n'y en a plus. J'ai vu quelques efforts, petits efforts de l'Union européenne avec de réflexion ou construction des petits bâtiments dans le cadre de l'appui aux tribunaux pour les enfants. Excepté ça, il n'y en a presque pas. Le palais de justice ici, l'extension avec le siège du Conseil d'État, c'est l'Union européenne, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Le palais de justice qui sera bâti dans la commune de Kasavubu, ce n'est pas l'argent de l'État congolais, non. Mais nous sommes prêts pour les dépenses de prestige. Mais nous ne voulons pas investir dans ce qui est essentiel et vital pour la société, pour les générations futures. D'où la nécessité d'étudier ce dossier ou de le traiter dans sa globalité. Au-delà de la formation, de la rémunération ou du traitement, mais il faut aussi la construction et l'équipement de bâtiments
assurer aussi la formation continuelle des magistrats, mise à niveau, mise à jour, parce que avec différentes avancées, changements climatiques et tout ce qui s'en va, aujourd'hui les GAFA, vous avez suivi l'Union européenne avec les GAFA, Procès, ainsi de suite. Aujourd'hui, est-ce que nous, en République démocratique du Congo, nous sommes capables d'aller en justice contre une firme américaine opérant, disons, par exemple, Google, Apple ou autre? Donc, on doit étudier tout ça. L'État doit dépenser, non pas seulement pour acheter des palissades pour les députés, les dépenses de prestige ou inutiles, mais voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons une nation demain forte. Et cela, c'est investir dans le personnel, parce que c'est la première richesse, je le disais la semaine dernière. Les ressources humaines sont la première richesse de tout pays, d'où la nécessité d'investir dans les ressources humaines pour que nous ayons un personnel de qualité, compétent, mais aussi moralement assis. Très bien. J'apprends, pour terminer en 30 secondes, que même certains magistrats révoqués à l'époque de Mosée avaient fait recours, même il n'y a pas longtemps, à l'époque de Kabila ici, certains seront réintégrés. Hein. Oui, mais c'est comme ça que moi je mets plus l'accent sur les sanctions disciplinaires. Vous pouvez comprendre un magistrat. Il est magistrat, il est en fonction, il a l'âge qu'il faut, mais membre d'un parti politique. Il exerce des fonctions politiques, vous le voyez exercer des fonctions politiques. On dit que c'est un métier libéral. Non, mais non, c'est incompatible. Non, c'est un métier libéral. Non, c'est l'avocat. Ah. C'est le barreau qui... Mais ils sont comme des fonctionnaires, ils sont effectivement des fonctionnaires agents publics de l'État. Oui. Agents publics de l'État. Maintenant, sinon, soit il va comme candidat à la députation, comme candidat gouverneur, et ainsi de suite. Mais il revient, il est gouverneur, il est magistrat. Non, mais c'est incompatible. C'est inacceptable. Alors, vous avez des gens comme ça, visiblement identifiés comme membres des partis politiques. Mais vous attendez qu'ils vous disent quel est le droit. Serge Kabongo, c'est le président de son parti politique. Lui-même, il est le président maintenant du conseil juridique de la juridiction. Serge se pointe devant lui. Qu'est-ce que vous attendez comme décision judiciaire à ce moment-là de sa part? Alors, voilà pourquoi je dis, souvent parce qu'on revient trop sur les journalistes. Et pourtant, nous sommes un métier libéral. Lorsqu'on s'approche des élections, bon voilà, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut écarter les journalistes et actifs. Mais les magistrats, ce qu'ils font là, mais vous voyez alors que ce sont eux qui devraient, à travers leur comportement, le droit qu'ils disent, aider la nation à respecter ses propres lois. Et lorsqu'il y a le respect de la loi, c'est un état sérieux qui s'installe et tout change. Et le pays, cette fois-là, vous verrez, le pays sera même fréquentable. Pascal Oranger à gauche et puis Walter Couille, madame, messieurs, on va virer pour prendre les derniers thèmes de l'émission. Le problème de notre justice, il est connu, en tout cas. Il est connu. Tout le monde est en train de décrire ce que nous disons, justice à double vitesse, justice ceci, justice cela. Aujourd'hui, le temps pour ces magistrats de pouvoir réfléchir autour de leur profession, mais pas trop de flagellation à ce corps de métier. Parce que notre justice, Pascal, je n'ai pas envie de vous accorder la parole, mais je suis obligé de le faire, n'est que le reflet de la société. De la même manière que nous avons des bons et des mauvais magistrats, de la même manière que nous avons des bons et des mauvais soldats, des bons et des mauvais politiciens, des bons et des mauvais députés, des bons et des médiocres journalistes. Et bon, parce qu'aujourd'hui on parle des magistrats, demain on parlera de nous. Mais ce qui est plus important, c'est la proportion. Il ne faudrait pas que les mauvais soient plus nombreux que les bons. Mais ici, faut mettre ça sur la balance. Voilà, nous souhaitons que les bons soient plus nombreux que les mauvais. Mais je propose d'ailleurs que, au-delà de ce que vous aviez caricaturé, c'est vrai, mais qu'on ait quand même un corps qui fait l'exception. Je pense que ça devait même commencer par la justice. Ça doit faire la justice. Et nous tous les journalistes, là, nous allons nous mettre au pas. La magistrature devrait faire la justice. Si ça commence là-bas, nous là même pour prononcer un mot de plus sur ce plateau, on va tourner nos langues. Walter a évoqué la question de la morale à un certain moment. Mais c'est la recherche du bien, du beau. En d'autres termes, pour recruter, n'est-ce pas, les magistrats, on doit tenir compte de certains critères. Entre autres de la morale ici. La formation, oui, morale. Le comportement de la personne, une fois magistrat. Est-ce qu'il sera à mesure d'aider la société
Est-ce qu'il sera à mesure de valoriser les valeurs ou il sera là en train de faire la promotion des antivaleurs? Ce sont des conditions, des critères qu'il faut. Oh, magistrat Serge Kabongo. Oh, magistrat tel. C'est quoi ça? Je suivais pour prendre une minute le recrutement du magistrat en France. On va même vérifier à l'université si l'étudiant était tricheur ou pas. Voilà. On fouine dans le passé, le monsieur a eu à avoir un comportement anti-patriotique ou immoral ou pas. C'est sur base de ça qu'on recrutera des bonnes personnes. Je sais que notre société est une société atypique, mais tout le monde n'est pas trempé. Ce sont ces quelques rares personnes que la société attend pour relever le défi. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas relever le défi parce que la médiocrité bat son plein. On préfère être médiocre pour avancer qu'être honnête. Le défi, il est aussi sécuritaire. Justement, parlons de la sécurité. On va aller en Angola. On prend la route, soit on prend les vols, comme le président l'a fait hier, Pascal Ongé, tête à tête, Félix Tshisekedi, Paul Kagame. Kagame n'est pas encore arrivé jusqu'à ce que, avant que nous puissions monter sur le plateau, nos correspondants sur place nous avaient confirmé que Kagame n'était pas encore là. Mais la délégation gouvernementale rwandaise était arrivée depuis hier, celle congolaise également, conduite par Christophe Lutundula. Les travaux ministériels ont commencé hier. Je vous donne la surprise. En plein travaux, la délégation rwandaise, selon nos sources sur place, dira à la délégation congolaise que vous nous accusez de pouvoir entretenir ou armer l'Ouganda, les M23. Mais il n'y a pas que nous. Mais il y a l'Ouganda que vous ne savez pas citer. Mais coup de théâtre, quand il faut signer maintenant le communiqué final, en attendant les sommets entre les chefs d'État, les Rwandais ne veulent pas à ce que l'on mentionne qu'il avait cité l'Ouganda comme l'un des pays qui arme aussi l'Ouganda, les M23. Ça, c'est l'élément principal qui a fait que les travaux ne puissent pas se terminer hier avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Et c'est cela d'ailleurs le comportement rwandais. Ça ne peut pas nous étonner. D'ailleurs, je souhaitais que dans ces négociations, Vital Kamerhe soit présent. Parce que depuis que depuis Kabila perd jusqu'à aujourd'hui, il y a Vital qui était... C'est Vital qui a toujours été au premier plan dans les discussions. Et autant que vous aviez cité James Kabarebe, vous l'aviez vanté ici comme expérimenté, ainsi de suite. Bon, vous étiez en train d'ironiser. Mais Vital Kamerhe ferait partie, je crois qu'on serait vraiment équilibré. Le Rwanda, c'est une habitude. J'ai suivi le conflit rwandais depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Moi, je prends 2000 jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, je suis journaliste très actif. Vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, lorsque nous commençons à monter en puissance militairement, et le Rwanda trouve rapidement des stratégies d'échange politique. Quand vous vérifiez l'histoire, vous allez vous rendre compte. J'imagine que même la rencontre de l'Angola, probablement ça doit être le Rwanda qui a souhaité. L'une de ces stratégies. De mon point de vue. Mais on va vérifier, nous allons nous rendre compte après. Mais ici, je crois que nous devons plus mettre l'accent sur l'armée. Peu importe les conditions. C'est vrai, on ne peut pas négliger le volet diplomatique, mais le volet diplomatique, souvent le Rwanda nous prend comme des petits-enfants. On s'entend, et finalement, quelques temps après, il va encore pousser la rébellion à pouvoir, enfin, pas la rébellion, son agression à pouvoir, une fois de plus, marcher sur nos localités. Alors, un tel comportement ne peut pas être accepté. Je l'ai dit lorsque j'ai suivi la fois passée le Conseil de sécurité prendre une décision sur le prolongement maintenant de l'embargo. J'ai réfléchi, je dis, c'est une stratégie de haut niveau. C'est une façon de nous mettre dans l'état de l'incapacité à pouvoir nous défendre, et sinon à rester toujours dépendant de la MONUSCO pour que la MONUSCO soit toujours là. Mais justement, c'est simplement ça. Ça se comprend. Il ne faut pas mettre des lunettes. Le jour où, pour comprendre ça, on mettra fin à la question de l'embargo, vous verrez que la MONUSCO n'aura plus sa raison d'être en République démocratique du Congo. Et l'argument sera évoqué par nous-mêmes parce que nous serons sur terrain, visiblement forts, face à toute attaque possible de l'extérieur. Est-ce que diplomatiquement, c'est Félix qui fait les déplacements un jour avant, Kagame
lui, il attend que sa délégation lui dise, écoutez, monsieur le président, ici on ne s'est même pas encore d'accord sur la déclaration finale, venez ou ne venez pas. Apparemment, c'est Félix qui vient en demandeur de la paix et Kagame viendra en position de celui qui offre la paix. Peu importe. Parce que si les gens meurent, ne meurent pas au Rwanda. Justement. Les gens meurent en République démocratique du Congo. Tout à fait. Le président de la République démocratique du Congo a tout intérêt de trouver rapidement solution à cette question pour que ses citoyens vivent en paix. Qui est à la recherche de la paix. Que ses citoyens vivent en paix. Pour ça, qui se déplace avant, qui se déplace après. Mais ce qui est important pour le Congo, c'est de trouver solution. Non, mais en diplomatie, ce que vous dites là, en diplomatie, tout est scruté à la ligne. Moi, je viens un jour avant, toi tu viens, tu attends, tu peux venir pendant 30 minutes, on lit la déclaration finale, mais justement, en diplomatie, tout ça, ça compte. Mais c'est justement ce que nous disons. Si le Rwanda n'était pas agresseur, le Rwanda serait premier, là en Angola. Le Rwanda se sent culpabilisé. Nous perdons nos frères. C'est normal qu'on aille rapidement pour trouver solution à la question. Le Rwanda peut ne pas venir. Il peut me saboter, vous savez. Justement. Il peut me dire, bon, peut-être cette phrase-là va faciliter, n'est-ce pas? Va me fragiliser, va faire que le M23 se retire. Alors, je ne pars pas. Il laisse Kabarebe. Il peut laisser ses collaborateurs échanger. Donc, et finalement, pour mettre en cause. Il veut s'assurer vraiment que chaque phrase dans le communiqué final soit scrutée et tout, avant de faire les déplacements. Pour Kagame, ce n'est pas un intérêt premier. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est dans l'idée de décourager le M23, n'est-ce pas, de trouver solution à la question. Or, Kagame, lui, n'a pas la volonté de trouver solution à cette question. Ah oui. Pour Kagame, c'est maintenir la présence du M23 sur le sol congolais. Et pour ça, n'attendez pas que Kagame aille premier, comme si c'est lui qui veut que le M23 se retire. Celui qui veut que le M23 se retire, c'est la République démocratique du Congo. Et pour ça, il est important qu'on aille dans toutes les rencontres à temps, n'est-ce pas, et voir comment on peut trouver solution, permettre que le M23 se retire de la République démocratique. Mais ici, je dis, la stratégie la plus efficace, c'est l'armement, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas suivre ce que l'ambassadeur russe a dit la fois passée, et réfléchir par toutes les voies possibles, comment avoir les armes, défendre notre pays. Et c'est ce qui est plus important. Très bien, merci Pascal. Je vais un peu corroborer quelqu'un qui disait la diplomatie sans les armes, c'est comme si on jouait de la musique sans instrument. Il faudrait que pour que les gens dansent, effectivement, il faut avoir les instruments. Effectivement. Donc la diplomatie a aussi une autre fourchette. Ça va dicter d'ailleurs l'agir de notre parti. Ah. Walter Kouy, j'ai ouï comprendre que ce qui s'est fait ou ce qui se dira aujourd'hui à Luanda sera déterminant par rapport à ce qui a été déjà conclu, par exemple à Nairobi. J'ai comme l'impression que même les résolutions de Nairobi sont suspendues aux résolutions qui seront issues de ces sommets, mini-sommets, sous les auspices de l'Union africaine, parrainés par Joao Lourenço. Je doute fort. Moi, je pense que c'est une façon plutôt d'enliser ou de faire traîner les choses. La dernière déclaration, celle de Nairobi, était claire. D'ailleurs, elle est concise. Il n'y a pas autant de pages pour s'inquiéter. Cessation des hostilités immédiates sans condition. Oui, sans condition. Retour aux anciennes positions. Voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est tel. Rien n'est fait. Luanda, on peut dire Luanda 1, 2, 3. Je doute fort qu'il y ait quelque chose de déterminant par rapport à l'agression dont nous sommes victimes. Mais l'autre question, c'est que il y a un problème de clarté dans notre façon d'aborder cette question. J'ai vu quelqu'un critiquer une radio qui m'est chère, Top Congo, disant que nous n'appelons pas les Rwandais, plutôt les M23 groupes terroristes. J'ai dit, mais je lui ai répondu sur Twitter, on va les appeler terroristes sur base de quoi précisément? Allons même dans cette logique-là. Sous Kabila, on avait émis des mandats d'arrêt internationaux contre ces leaders du M23. Aujourd'hui, vous les appelez terroristes. Mais au même moment, le gouvernement a gelé ces mandats-là. Comment on peut, d'une part, vouloir que ces gens-là soient arrêtés, cessent avec la guerre, mais d'autre part, qu'il n'y ait pas action en justice? Alors, ressusciter ces mandats. C'est ça. Ça, on ne dit pas au peuple. Si nous voulons, dans notre narratif, continuer à appeler ces gens-là terroristes,
alors il faut Exhumer- des mandats d'arrêt, exhumer les mandats. exhumer les mandats d'arrêt contre ces gens-là. On ne peut pas dire aux gens, à la population, appelez les terroristes, mais qu'il n'y ait pas, sur le plan de justice, un acte voulant à ce que notre État puisse faire arrêter ces gens-là. C'est ça aussi le problème. Deuxième élément, il y a un autre problème, c'est celui de l'agenda de notre diplomatie ou politique extérieure. Nous sommes toujours en train de flotter. Il n'y a pas de clarté. Kagame connaît ce qu'il veut. Mais nous, en tout cas jusque-là, il n'y a pas de clarté dans le traitement de ce dossier. On doit lever l'option. Soit on revient à la fameuse triptyque, diplomatie, pression militaire et puis négociation politique, soit prendre une autre option. J'ai vu le chargé d'affaires de la Russie échanger avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi. C'est Claude Ibalanki. Claude Ibalanki. Mais c'est depuis longtemps que les Russes sont là. Ils soutiennent l'armée. Je ne voudrais pas parler un peu plus s'agissant de l'équipement de notre armée, mais les Américains ou les Français n'ont pas assez contribué ou il n'y a pas assez dans notre armée. Mais on s'est beaucoup fié au vent que nous vendait l'ancien ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. Monsieur Nzita. 4 ans après, il part, il nous laisse du vent qu'il a vendu. D'où la nécessité que nous ayons la clarté dans notre façon de faire les choses. Le Congo a beaucoup de besoins, on n'exclut aucun pays membre du Conseil de sécurité, mais c'est question d'être clair, transparent dans notre façon de faire afin que les gens viennent réellement nous soutenir. Parce qu'avant que certaines personnes ou les partenaires viennent nous soutenir, ils doivent savoir quels sont nos vrais besoins. Parce que si nous ne savons pas leur dire clairement ce que nous voulons, ils viendront avec des chapelets de bonnes intentions, mais au finish, il n'y aura rien. Mais comment dire... Cette guerre, tout le monde sait que les multinationales la financent. Et on sait qui finance cette guerre. Pourquoi pas attaquer ces gens-là, non pas même par diplomatie, par lobbying, pour qu'ils arrêtent avec ces trafics du matériel qui sert à la fabrication de téléphones, des smartphones. Tout le monde le sait. Il faut peut-être aussi commencer par là, mener une action multilatérale et sur tous les fronts pour un peu espérer obtenir la paix. Mais si nous pensons que c'est seulement Kagame peut être un bouc émissaire utilisé par les multinationales. Et la délégation de Kagame l'a dit hier, pour terminer, que vous dites que nous, le Rwanda, on ne fera pas partie de la troupe qui va intervenir pour le compte de l'EAC, mais en même temps, l'Ouganda, qui est aussi avec les M23, vous ne savez pas les citer, mais l'Ouganda fera partie de cette... Comment, dernière question, oui, comment concilier, je pose la question à Pascal, puis je vais revenir à vous, comment maintenant concilier tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit à Nairobi, par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui ou qui se diront demain à Luanda? Apparemment, c'est un peu des choses superposées. On prendra quoi? On prendra Luanda ou on prendra Nairobi? Ça, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Oui. Mais apparemment, vous sollicitez la parole. Soit vous, cher Walter, vous terminez votre temps d'antenne et je donne la parole à Pascal. Pas de problème. S'agissant de cet élément-là, oui. Bunagana est frontalière de l'Ouganda, pas du Rwanda. Donc c'est clair. Mais c'est clair, il n'y a pas, à réfléchir. On n'a pas besoin de réfléchir. Oui. Bunagana est à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Mais quand les M23 entrent ou prennent la ville la cité de Bunagana, pourquoi les Ougandais ne les ont pas empêchés? Parce qu'ils sont passés avec des armes lourdes. Et nous sommes en mutualisation des forces avec eux. Nous sommes en mutualisation des forces. Est-ce qu'il faudrait ouvrir les fronts et en même temps avec le Rwanda et en même temps Non, ce n'est pas question aujourd'hui d'ouvrir les fronts avec l'Ouganda, mais nous avons été trop naïfs dans le traitement de ce dossier, dans le partenariat avec ces deux pays voisins. Je dirais même avec le Burundi, nous devons faire attention parce que les FNL sont sur le territoire congolais. Ils violent nos sœurs, ils tuent nos populations, ils volent du bétail ici. Mais aujourd'hui, nous sommes presque avancés dans la coopération avec l'Ouganda, avec le corridor oriental Est qui sera Mombasa, voilà, qui va passer Kassindi, Beni jusqu'à Ouvira dans le sud Kivu. Donc nous devons être souples, nous devons être trop regardants quand nous collaborons avec tous les pays frontaliers. Je disais ici même l'Angola. L'Angola, c'est que le jour où la RDC se réveille,
ça sera une puissance plus forte que l'Angola. Les Angolais, on quand sera vous parlez... parmi peut-être, si pas la première puissance d'Afrique, parce que nous avons beaucoup de potentialités, nous pouvons être parmi les 2 premières. Je ne vois pas l'Angola croiser les bras et nous laisser avancer. L'Angola dit que je peux bien venir, je vais bien, mais vous avez déjà signé avec les Kenyans, avec les Angolais. Et comment je peux venir dans un environnement... Aucun pays n'a invité autant d'armées sur son territoire. Des 9 pays voisins que nous avons, Eduardo dos Santos a fini avec l'UNITA, Sassou a fini avec les ninjas, Kagame a fini avec les FDLR, le Burundi a fini avec le... Presque tout le monde a neutralisé ces rebelles. C'est seulement nous qui sommes tout le temps en train d'inviter plutôt les armées étrangères pour venir nous aider. Je crois que nous devons être sérieux, prendre la mesure... Il y a une différence, Walter. Faire le nécessaire pour nous relever. Pour les autres, c'est la rébellion. Ici, nous parlons de l'agression. Je ne connais pas les noms angolais qui ont attaqué l'Angola. Je ne connais pas les noms rwandais qui ont attaqué le Rwanda. Mais au Congo, c'est les noms congolais qui attaquent le Congo. Kagame dit que les FDLR combattent aux côtés des... Deuxième aspect, non, on ne les considère pas comme des boucs émissaires. Ils ne sont pas boucs émissaires. Ils sont les responsables parce qu'il s'agit des États souverains. Ils acceptent, ils collaborent avec ces multinationales. Lorsque vous collaborez avec les multinationales ne viennent pas physiquement comme ça. Ah non. Parce que les preuves doivent être tangibles. Ceux qui viennent physiquement, c'est les citoyens rwandais avec des identités rwandaises. À ce moment-là, la diplomatie congolaise, dans l'objectivité, doit démontrer effectivement que les gens qui entrent en République démocratique du Congo sont des citoyens rwandais. Et donc ici, vous allez prendre Nkunda. On a essayé avec Nkunda, ça n'a pas réussi. Nkunda était citoyen rwandais. Jules Mutebushi. Mutebushi, ça n'a pas réussi. C'est un citoyen rwandais. Ntaganda, c'est un citoyen rwandais. Makenga, un citoyen rwandais. Gafishi, un citoyen rwandais. Ils ont essayé, donc visiblement, ce sont des citoyens rwandais. Et d'ailleurs, il faut dire que nous sommes forts, parce qu'il s'agit de l'agression. Un pays qui résiste à des agressions comme ça, c'est un pays fort militairement. Mais le discours diplomatique doit être correctement construit. Le Rwanda a construit son discours. Ah oui. Le Rwanda, le discours tourne autour de la minorité. Quel est le discours de la République démocratique du Congo? Il n'y en a pas. C'est là. Et vous avez posé la question de comment comprendre que ceux qui ont été sanctionnés hier par la communauté internationale, par la justice internationale, ainsi de suite, ils avaient des mandats, n'ont jamais été inquiétés. Mais comment ils pouvaient être inquiétés à l'époque là, vous le savez? Et nous, lorsque nous disons ici que l'armée est infiltrée, mais qui acceptait l'infiltration de l'armée? À l'époque, dire c'est ça... la même chose. À l'époque, dire ça sous Kabila, vous êtes en prison. La même chose. Nous allons nous poser la question. Même pas demain, à la minute d'après. Autant que vous acceptiez l'infiltration, autant que vous ne vouliez pas que les gens qui nous agressaient, qui avaient des mandats, soient arrêtés. Vous les protégiez. La raison était laquelle? Mais quelqu'un a même dit... Vous aviez suivi la déposition... Ton grand frère Mende a dit que non, la paix avec Taganda vaut plus que Mende. Vous avez suivi la déposition de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. On lui pose la question, vous êtes citoyen congolais ou rwandais? Il affirme, je suis citoyen rwandais. Merci beaucoup. Vous allez vous exprimer dans quelle langue? Je suis à l'aise en Kinyarwanda. Mais comment vous vous retrouvez en République démocratique du Congo? Et cette question, je ne vais pas donner sa réponse. Merci. Parce que il a cité des noms de ceux qui ont voulu qu'il soit en République démocratique du Congo. Ça, c'est la trahison. D'un côté, nous avons été trahis de l'interne, de façon observée. Et nous étions incapables de pouvoir dénoncer. Et de l'autre côté, il y avait un plan d'occupation. Et à l'époque, si vous osez dire ça, en pleine émission même, on pouvait venir vous prendre ici. Malheureusement. Et voilà, c'est des cas comme ça que nous avons subis. Et on nous a mis dans cet état-là où on ne pouvait pas dénoncer. Et en même temps, c'est le Rwanda. Et je le dis toujours ici, Serge. Parce que l'émission est terminée. Oui, l'émission est terminée. Merci beaucoup. Ne mettons pas en tête que le Rwanda, c'est une force militaire en Afrique centrale. Sinon en Afrique, non. On est parvenu à nous infiltrer. Ça, c'est une construction pour... On est parvenu à nous connaître à tout point de vue. On est parvenu à nous affaiblir volontairement. Madame, Monsieur, cette émission est terminée, mais ça sera quand même trop tôt. Oui, ça sera quand même trop tôt qu'à l'issue de
de ce sommet de haut niveau, mini-sommet, qu'on vient nous dire, eh ben, fini, Rwanda Air peut réatterrir ici, fini, on peut... ça sera quand même trop tôt hein, que de prendre des décisions comme ça. Je prends le mot que mon aîné Pascal vient de dire à la fin, je l'avais dit un peu plus au départ, nous devons construire notre narratif. En RDC, il n'y a pas d'ethnie minoritaire, majoritaire ou minoritaire. Non. C'est sur les plus de 400 qu'il y a, toutes sont minoritaires. Alors on ne doit pas mettre en exergue une seule tribu ou ethnie. Non, la mienne, elle est minoritaire. Ça ne marche pas. Nous, on n'est pas on n'est même pas plus de 400 000. Ça ne marche pas. Chez nous, on peut même pas un député. Nous devons vendre cela au niveau de la communauté internationale pour que tout le monde sache qu'il n'y a pas un problème de survie ou de risque de disparition d'une ethnie en République démocratique du Congo. Deuxième chose et enfin, il faut qu'on puisse radier tous ces majors Ngoma et tous les officiers M23 qui sont dans la rébellion et participant à cette agression. Parce que jusqu'à ce jour, tous ces militaires qui ont fait des défections, même ceux qui étaient au Sud Kivu, n'ont jamais été radiés. À Minembwe aussi, hein, vous avez appris que les policiers ont quitté Minembwe. Avec des défections, oui. Ils continuent à faire des défections. Aussi longtemps qu'on ne va pas les radier, c'est qu'il n'y a pas clarté dans la façon de traiter ces Je vous fais un appel. Prochainement, ça sera trop tôt qu'on nous dise, à l'issue de cette rencontre d'aujourd'hui, comme on a dit, non, il faut retourner les 2 militaires rwandais là. Qu'on vienne encore nous dire aujourd'hui, non, Rwanda Air va réatterrir ici, ça sera trop tôt. Un appel, Serge. Et à travers cette tribune, j'aimerais prochainement que vous puissiez réclamer la déclaration de tous les Congolais. Ils l'ont fait. Déclaration de désapprobation. Ils l'ont fait, oui. Je n'ai pas suivi. Ils l'ont fait. Ils ont condamné. Ils l'ont fait. Là, j'encourage cette fois-là parce que j'attendais cette déclaration. Ils ont dit que l'agresseur ne viendra pas les sécuriser. Ils sont en sécurité ici. J'ai la déclaration avec moi. Non, je ne dis pas de ça. Non, ils ont dit qu'ils se sentaient à l'aise au pays et qu'ils sont sécurisés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ils sont des Congolais et qu'ils n'ont pas besoin du soutien. Ça, c'est les femmes, non? Non, je parle des Tutsis qui ont fait une déclaration il y a 2 semaines. Le Robert ou les autres l'ont fait. Je ne cite pas de noms des gens, mais je vous dis que j'ai la déclaration. Merci. Les Robert ne l'ont pas fait. J'entends les politiques le faire. Merci beaucoup à vous, Ali. Merci à Pascal Ondier, à vous, chers téléspectateurs, auditeurs, d'avoir été de notre kiosque est terminé. On se retrouve dans 20h30 demain. Mais en attendant, la rediff, c'est à 18h. Air de Libengé, chez moi, au sud d'Oubani. Au revoir. La minorité.